Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique et Éco. Bonjour mon cher Olivier. Bonjour Jean-Christophe. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Charles Gave. Alors Charles Gave, je suis très content, nous sommes très contents de le recevoir sur TV Liberté. Charles Gave tient un blog, tient même l'Institut des Libertés, qui est un think tank dans lequel il y a énormément de réflexions sur les questions économiques. Alors Charles Gave est un financier, il a fait des études en économie et en finance, il a fait un MBA aux États-Unis, et puis ensuite il a passé sa vie à donner des conseils aux gestionnaires de fonds. Et à gérer de l'argent moi-même aussi. Et à gérer aussi en direct des fonds pour vos clients. Donc, alors Charles Gave est un peu connu parce qu'il lui arrive de faire des émissions sur BFM TV. Et puis Charles Gave a écrit des livres, dont une série de livres dont on en retiendra deux, des lions menés par des ânes. On aurait pu faire un anagramme avec ENA d'ailleurs sur les ânes. Et chacun aura reconnu la France par conséquent. Oui, tout à fait. Le pays des lions où nous sommes menés par des ânes. Et puis un autre livre auquel vous tenez qui s'appelle Un libéral nommé Jésus. Oui. Donc ce sont deux œuvres, deux parmi vos œuvres. Et puis vous tenez donc une chronique régulière qui est absolument passionnante sur les questions économiques où il se dit on voit l'ampleur de vos connaissances et puis un bon sens et une vision globale qui manque à beaucoup d'analystes économiques. Donc je recommande à tous les téléspectateurs de TV Liberté d'aller sur le site de Charles Gave. Alors nous allons faire cette émission sur les problèmes français et ceux de l'Union européenne. Alors mon cher Charles, quel est votre jugement aujourd'hui sur la situation française? Est-ce que comme le président de la République, vous pensez que demain la courbe du chômage va s'inverser et que la croissance va repartir? C'est une très bonne question. Je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible. Quand on parle du chômage, quand on parle de la création d'emplois, les gens oublient toujours qu'il s'agit d'un phénomène humain. C'est-à-dire, il ne faut pas dire comment créer des emplois, c'est une erreur intellectuelle, il faut dire qui crée des emplois. Et celui qui crée des emplois, dans la terminologie économique, il a un nom tout à fait connu, il s'appelle un entrepreneur. Et donc, si vous voulez que les emplois augmentent, qu'il y ait plus d'emplois, il faut faciliter la vie des entrepreneurs. Or, ce gouvernement que nous avons aujourd'hui, le gouvernement précédent, le gouvernement d'avant, ils ont tous pris des mesures défavorables aux entrepreneurs, pour des raisons qui m'échappent. Et donc on se retrouve dans une situation aujourd'hui où les entrepreneurs sont martyrisés, donc beaucoup s'en vont, beaucoup ferment boutique, et chaque fois qu'un entrepreneur ferme boutique, ça arrive en ce moment par exemple dans la ville où j'habite une partie de l'année à Avignon, il y a toute une série d'entrepreneurs, de petits entrepreneurs, d'artisans qui ferment simplement parce qu'ils ne peuvent plus payer les charges, ils n'y arrivent plus. Et donc c'est une perte considérable de substance, et s'imaginer qu'on puisse avoir croissance sans entrepreneurs, il faut être socialiste pour le croire. Et quelque part, l'appellation socialiste ne s'arrête pas au Parti socialiste uniquement parce qu'il y a des socialistes qui s'affichent en tant que tels, et puis il y en a d'autres qui sont un peu déguisés en conservateurs libéraux. On a beaucoup souffert du keynésianisme, c'est-à-dire de cette croyance que l'État peut créer de la valeur. Le rôle de l'État, c'est d'assurer en quelque sorte une société stable dans laquelle la valeur peut être créée. Mais c'est en aucun cas de créer de la valeur. Si l'État crée de la valeur, l'Union soviétique serait le pays le plus développé du monde. Et je crois qu'elle a disparu il y a déjà un certain temps. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est assez simple, c'est de dire, écoutez, l'État ne cesse de croître, et si j'avais l'occasion, je pourrais vous montrer des courbes. Plus le poids de l'État dans l'économie augmente, plus le chômage augmente. Puisque chaque fonctionnaire doit être payé par des impôts. Donc, par exemple, j'ai fait des calculs savants, comme je sais les faire, qui montrent que si vous embauchez un fonctionnaire, ça crée 3 chômeurs de plus.
Et on l'a très bien vu quand M. Cameron est arrivé en Angleterre. Il a viré 600 000 fonctionnaires, il y a eu 2 millions d'emplois créés. Donc si vous voulez, cette règle de 1 à 3 est une règle qu'on retrouve dans tous les pays du monde. Un fonctionnaire égale 3 chômeurs. Il y a une corrélation tout à fait évidente. Aujourd'hui, elle est avérée. Elle est avérée. Elle est avérée. Mais alors, les Français n'ont pas conscience de ce type de réalité économique. Ils ont tendance à sous-estimer l'apport des chefs d'entreprise, et puis ils ont aussi tendance à sous-estimer l'apport du capital. Il y a une espèce de prégnance marxiste dans l'intelligentsia française et, hélas, dans la population. Parce que la plupart des Français sont par exemple favorables à l'impôt du suicide français, l'ISF, etc. Donc le capital aussi est très sous-estimé en France. Très sous-estimé, mais je crois, il y a très longtemps, il y a Moïse qui a reçu le décalogue, là, les 10 commandements. Et le commandement ultime, c'est tu n'envieras pas ton voisin, ni sa femme, ni son âne, ni sa maison. Le socialisme, c'est quand même, si vous voulez, ce qui fait fond sur l'envie. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de vous dire, si vous ne réussissez pas, c'est parce qu'il y en a d'autres là qui sont plus gros, qui vous prennent. Donc c'est la théorie de la pizza qui ne grossit pas, ou du gâteau qui ne grossit pas. Il est évident que si le gâteau ne grossit pas, il n'est pas normal qu'il y en ait qui plus que d'autres. Mais si le gâteau grossit, il faut peut-être réfléchir différemment. Donc on a réussi à faire croire aux Français que l'économie était un jeu à somme nulle. Voilà. Et ça, c'est une idiotie. Voilà, une conception statique de l'économie. Statique, complètement. Le stock de richesse est limité. Donc, on n'a pas l'impression que, justement, l'activité des entrepreneurs fait croître le stock de richesse. De richesse, pas du tout. Et si quelqu'un le fait croître, on se dit automatiquement qu'il l'a pris à quelqu'un d'autre. Vous savez, j'ai beaucoup lu Balzac quand j'étais jeune, mais Balzac disait dans un de ses romans, derrière chaque grande fortune, il y a un grand crime. Mais à partir du moment où vous croyez ça... Oui, mais c'est très français, ça. C'est très français, cette espèce de recours naturel à la jalousie. Le type ne peut pas avoir réussi sauf s'il est malhonnête. C'est une fausseté intellectuelle totale. Et c'est d'ailleurs ce que cache le terme égalité. Égalité, car ça n'est pas l'égalité devant la loi, c'est l'égalité devant les patrimoines, c'est-à-dire la réduction de ce qui dépasse. Voilà. Oui, par exemple, aujourd'hui, on a un truc admirable. Le gouvernement se félicite que les écarts de richesse se soient rétrécis en France. Les pauvres sont devenus un peu plus pauvres, mais les riches sont devenus beaucoup moins riches. Et ils trouvent ça très bien. Mais c'est une imbécilité totale, parce que ça veut dire que la France, dans son ensemble, c'est appauvri. C'est appauvri, bien sûr. Et ils s'en félicitent tous les matins. Vous prenez la radio, ils sont fous de bonheur parce que ça s'est passé. Mais je ne vois pas faire perdre de l'argent à un pays, c'est à la portée d'une intelligence moyenne. Quoi. Oui, croissance zéro. Par contre, on a 100 milliards d'euros de dettes supplémentaires chaque année. Donc on a un pays qui se rétrécit et qui s'appauvrit, et ils en sont contents. Alors, dans un libéral nommé Jésus, vous évoquez la notion de risque. Et vous dites que le risque est inhérent au capitalisme et à la vie en général. Bon. Est-ce que justement les Français n'ont pas été habitués par l'éducation à ne plus aimer le risque, à ne plus courir le risque? Mais je ne sais pas, c'est une question essentielle parce que, par exemple, si vous posez des questions aux Français qui travaillent dans des petites et moyennes entreprises, en général, ils sont très contents de leur entreprise, ils sont très contents de leur patron, mais je crois que c'est la classe médiatique, la classe politique, qui a décidé une fois pour toutes que l'ennemi numéro 1, c'était l'entrepreneur, parce que c'est celui qui pourrait être celui que les gens choisiraient s'ils avaient vraiment le choix. Je veux dire par là, autrefois, si vous allez par exemple en Allemagne, les élections ont lieu, c'est presque toujours, les gens qui sont élus sont presque toujours le chef de l'entreprise locale, etc., parce que les gens lui font confiance, il a prouvé qu'il réussissait. Aujourd'hui en France, c'est pas du tout le cas. Et je crois que ça tient à une chose très simple, c'est que dans des pays comme la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Suisse, qui sont les 3 plus vieilles démocraties du monde, qui ont plutôt bien fonctionné historiquement, le fonctionnaire est inéligible. Voilà, première. Donc il y a une réforme à faire en France, c'est de rendre... Il peut être élu, mais s'il est élu, il donne sa démission de la fonction publique pour toujours. Donc c'est vraiment la seule réforme à faire en France, parce que si vous aviez une assemblée où il n'y a que des garçons coiffeurs, ils prendraient des mesures favorables aux garçons coiffeurs. Donc aujourd'hui, vous avez une assemblée où il n'y a que des fonctionnaires, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'ils prennent des mesures. Or, le fonctionnaire, il est fonctionnaire parce qu'il n'aime pas prendre de risques. Donc vous avez dans l'assemblée des gens qui n'aiment pas prendre des risques, et donc ça déteint sur tout le reste du pays. Les poissons pourrissent par la tête, quoi. Alors, est-ce que la France n'est pas caractérisée aussi, pour essayer d'aller à l'origine de ce mal,
suréduqués, au sens où vous le dites d'ailleurs, un certain nombre d'intellectuels voudraient être payés plus qu'ils ne le sont, et ne pouvant accéder à des richesses multiples et nombreuses, élevées, eh bien, ils vont faire de la politique pour pouvoir justement configurer la société à leurs propres intérêts. Alors, on pourrait, si on était marxiste, on dirait à leurs intérêts de classe. Mais c'est une classe au sens marxiste du terme, c'est même une mafia au sens sicilien du terme. Mais si vous voulez, pour répondre à votre question, il y avait un sociologue que j'aimais beaucoup, Raymond Boudon. Oui. Qui disait, imaginez si Attali et Thémin qui étaient payés à leur vraie valeur, le drame que ça représenterait. Pour eux. Pas pour la France. Pas pour la France. Donc, la raison pour laquelle les intellectuels en France détestent le libéralisme, c'est qu'en cas de marché libre pour leurs idées, ils seraient payés à leur vraie valeur. Vous imaginez que ces gens-là ne seraient pas payés? Ceux qui disaient c'est à quoi ils émargent aujourd'hui. Donc, vous avez quand même une conjuration des médiocres qui se débrouillent pour empêcher. Certains d'entre nous se souviennent du roi lion, vous savez, vous avez le lion et puis vous avez les hyènes là, qui essayent de le... Eh bien, vous avez toute une... Dès qu'il y a un intellectuel de qualité qui naît en France, qu'il s'agisse de Raymond Boudon, qu'il s'agisse de Revel, de Simon Leys, dont je viens de lire le livre de... Simon Leys qui avait écrit sur la Chine, à l'époque où tous les intellectuels français étaient maoïstes. Il les a détruits, ça a été dans une émission sur Apostrophe, ça a été horrible. Un excellent livre de Pierre Bonsen, que je connais un peu. Eh bien, si vous voulez, tous ces gars-là, c'est la conjuration des médiocres pour empêcher le type qui a quelque chose à dire de passer. C'est très extraordinaire, nous avons une espèce de classe dont le seul but est d'empêcher les penseurs originaux de passer. Et d'ailleurs, pour la première fois dans l'histoire, je crois, de notre pays, qui doit remonter à 1000 ou 1500 ans, il n'y a plus un seul grand intellectuel français. Oui, c'est vrai. C'est extraordinaire quand on pense que moi, quand j'étais gamin, je pouvais lire Camus, Jouvenel, j'en avais tant que j'en voulais. C'est vrai. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne. C'est le désastre, le désert total. Il y en a un très grand qui est reconnu dans le monde entier, mais il a fait toute sa carrière à Stanford. Il est à l'Académie française, c'est René Girard. C'est René Girard qui est prodigieux. Voilà. Mais en plus, il a 85 balais. Voilà. C'est pas un nouveau. Il est de la génération. Il est de la génération de ceux qui ont fait normal sup avant la guerre, quand même. En fait, il était chartiste. C'est pas faux. L'École nationale des chartes. Mais c'est pas vrai. C'était la même époque. Voilà, c'était l'époque où il y avait une espèce. Et donc, on se retrouve dans un monde où il y a un processus de sélection des intellectuels qui se fait par l'absence de pensée et la capacité à être d'accord avec la doxa du moment. Oui. Mais est-ce que justement, ça, c'est pas en train de reculer en France? On peut le souhaiter en grande partie grâce à l'Internet. Oui. Grâce à l'Internet, il y a des gens qui commencent à passer maintenant. Par exemple, quand vous avez eu les tours qui sont tombées à Wall Street, là, le 9 septembre, c'était tout à fait extraordinaire parce que pendant 5-6 jours, les intellectuels de base n'avaient rien à dire, ils étaient sous le choc. Et donc pendant quelques jours dans les journaux, on a eu toute une série de gars qui ont émis des opinions intelligentes que les journaux avaient été chercher parce qu'ils étaient prêts à parler. Et puis ensuite, la caste a repris le pouvoir et puis on ne l'a plus jamais vu. Donc si vous voulez, la semaine qui a suivi le 9/11, on a eu vraiment des types dont on s'est dit, tiens, mais il est bien ce gars-là, d'où sort-il? Et puis ensuite, il a disparu. Ah oui. Et on a retrouvé les mêmes imbéciles tout le temps. Eh bien, nous allons retrouver ces mêmes imbéciles peut-être après la pause, mais pour l'instant, nous allons faire une petite pause. Alors Charles Gave, si la France va mal, c'est aussi parce qu'elle est dans l'Union européenne et qu'elle a ce machin qu'on appelle l'euro, la monnaie unique, qui est un outil qui n'a pas lieu d'être et que vous considérez comme étant à l'origine de la catastrophe de la zone euro. Tout à fait, et je crois que là il faut faire un petit pas en arrière, si vous me permettez, revenir un peu à la construction européenne de départ. Vous avez toujours eu deux conceptions de l'Europe, celle de Robert Schuman, de Gasperi, d'Adenauer, qui était conseillé par Pie XII, qu'on oublie toujours. C'était la conception catholique de l'Église catholique, c'est-à-dire Adenauer, Robert Schuman et de Gasperi, qui étaient tous les trois germanophones,
se parlaient en allemand et le pape leur parlait en allemand. Donc c'était l'Europe rhénane, l'Europe catholique. Et le but, c'était de recréer l'Europe chrétienne du XIIe ou du XIIIe siècle, où vous aviez des expériences qui étaient faites partout. C'était le début des États-nations. Vous aviez les villes-États du style de Florence ou de Venise. Vous aviez le Saint-Empire romain germanique, qui n'était ni saint, ni romain, ni germanique d'ailleurs, puisqu'il était en Sicile, enfin. Vous aviez quelque chose de bizarre comme la Ligue hanséatique, qui était quand même un truc tout à fait extraordinaire, qui était une puissance, hein, c'était tout à fait remarquable. Et dans le fond, l'idée, c'est que chacun faisait des expériences dans son coin, et que quand il y avait un conflit, on essayait de le faire arbitrer par la papauté, par des gens de bonne compagnie. Ça, et donc, c'était de créer une espèce d'Europe où chacun ferait ses expériences dans son coin, avec le principe de subsidiarité qui était essentiel, et ça marchait très bien. Et puis vous avez le principe qu'a développé Jean Monnet, derrière lequel se sont engouffrés tous les socialistes, qui était de recréer un État européen, c'est-à-dire de refaire la Rome antique, avec une puissance centrale, et ce deuxième rêve de recréer Rome a été essayé dans l'histoire européenne, et ça s'est toujours terminé dans le sang. Ça a été fait par Charlemagne, par Louis XIV, par Charles Quint, par Hitler, donc ça s'est toujours terminé dans le sang. Et les hauts fonctionnaires français, du style de M. Trichet, qui est responsable de l'écroulement de la France aujourd'hui plus que quiconque d'autre, ont dit, quand l'Allemagne s'est réunifiée, il faut absolument qu'on aille très rapidement vers un État, parce que sinon, l'Allemagne, comme elle est bien gérée, aura la monnaie dominante. Et donc Mitterrand s'est vanté, en imposant l'euro à l'Allemagne, d'avoir cloué les mains de l'Allemagne sur la table de l'euro. C'est un... Bon. Lorsque l'euro a été créé, j'ai écrit un livre que vous avez mentionné, qui s'appelait « Des lions menés par des ânes », dans lequel j'expliquais que l'euro allait amener à trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a fallu 15 ans. Bon, enfin, je veux dire, ça s'est passé à peu près comme prévu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est dans une situation complètement intenable. C'est un système qui diverge. C'est-à-dire que ce n'est pas un système qui converge naturellement comme un système de marché, c'est un système qui diverge de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'usines en France, en Italie, etc. De plus en plus en Allemagne. Le coût du capital est plus bas en Allemagne, le coût du travail est plus bas en Allemagne, les lois sociales sont meilleures, les impôts sont plus bas. Donc n'importe qui fait une usine ailleurs qu'en Allemagne est un imbécile. Alors on peut éventuellement les faire en Slovaquie aussi. Oui, mais ça, si j'ose dire, vous êtes dans les marches allemandes. Oui, voilà. Vous êtes dans ce qui est effectivement. Même en Pologne. En Pologne, vous êtes dans les marches allemandes. Même si la Pologne s'en défend. Même si la Pologne s'en défend. Et donc vous vous retrouvez aujourd'hui avec une espèce de rupture totale, un système qui diverge. Base 100, je vous donne un chiffre, bien que il ne faudrait pas en parler, mais base 100 en l'an 2000, la production industrielle allemande, c'est-à-dire le nombre de voitures, de machines à laver, etc., est à 125. Base 100 en 2000, la production industrielle française est à 90, italienne et espagnole à 75. C'est-à-dire que vous avez eu un véritable effondrement des systèmes industriels français, italiens et espagnols, parce que, et je voudrais venir à une idée qui m'est chère, c'est que une nation, c'est une volonté de vivre ensemble, comme disait Renan, avec des souvenirs communs. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une espèce de volonté que certains payent les uns pour les autres. Qu'il y ait des transferts sociaux à l'intérieur de la nation. De péréquation, en quelque sorte. L'équilibre français, par exemple, requiert apparemment que nous ayons 50% de fonctionnaires de plus que les Allemands, pour 10 000 habitants. Ce qui est le cas. Nous avons 50%. Bon. Si c'est à ce prix que le contrat social est maintenu en France, ça ne me gêne pas. Mais on ne peut pas avoir un taux de change fixe avec l'Allemagne. Voilà, c'est ça. Vous pouvez avoir 50% de fonctionnaires de plus, si c'est ce que les Français veulent, mais comme ils ne produisent rien pour l'exportation, bah, automatiquement, l'appareil productif français paye pour ses fonctionnaires, et donc nous ne sommes pas compétitifs. En quelque sorte, c'est comme si le coût du siège social était plus élevé. Donc il faut une monnaie plus basse. Il faut une monnaie qui s'ajuste au fur et à mesure. Liberté d'échange. Liberté d'échange, et qu'il y ait des banques centrales indépendantes, et qu'il y ait une concurrence entre les monnaies. De temps en temps, la lire est trop basse, de temps en temps, elle est trop haute, et puis le marché ajuste. Le taux de change, ça n'est qu'un prix. C'est un prix comme un autre, et si vous bloquez les prix, vous arrivez à des effets désastreux, et qui deviennent... Le système explose. Il n'y a plus d'ajustement possible. Il n'y a plus d'ajustement possible, et donc l'ajustement, à la place d'avoir des dévaluations de la lire de temps en temps, ou du franc français de temps en temps, nous allons à terme avoir la faillite de l'Italie ou de la France. Donc on remplace une série de dévaluations
par une faillite qui sera quand même un truc très gênant, beaucoup plus gênant. Donc à la place de prendre des tas de petites claques, on ramasse une énorme claque qui risque de nous tuer. Et c'est ça l'euro. Et c'est une création jacobine française. Car vous citez Delors, vous avez cité Delors, Trichet, c'est tous les grands fonctionnaires français. Le modèle jacobin qui veut créer un État. Vous savez, ils ont fait le coup de Philippe le Bel, qui dans le fond avait créé avec les légistes, et il a inventé la raison d'État. Oui. Et donc on voulait créer une classe de fonctionnaires qui ferait un État, et les hauts fonctionnaires français seraient les fonctionnaires de cet État. Oui. Donc ils ont essayé de dire à la main, vous vous occupez des problèmes d'intendance, là, et puis nous, on s'occupera et on se retrouve avec un machin qui n'est pas démocratique, dont les peuples ne veulent pas, que les peuples refusent, mais chaque fois qu'un peuple vote contre, on lui dit tu l'auras quand même. Par exemple, M. Sarkozy, les Français ont voté contre la Constitution, 2 ans après, ils l'avaient quand même. M. Sarkozy leur a dit allez vous faire cuire un œuf, vous avez rien compris. Vous aurez la Constitution, que vous le vouliez ou non. C'est invraisemblable. Et pour illustrer cette aventure pénible de l'euro, pardon mon cher Jean-Christophe, vous citez Dante. Voi qui entrate. Absolument, vous qui rentrez ici, perdez tout espoir. Lasciate ogni speranza. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Perdez tout espoir. Perdez tout espoir. Mais pourtant, ils persévèrent. Mais parce que ces gens-là ont monopolisé, cette classe a monopolisé tous les postes de pouvoir, toutes les banques centrales, tous les... Et donc, ils empêchent... on était en train de faire une espèce d'union soviétique molle. Union soviétique molle. Vous savez ce que disait Tocqueville, il disait le danger c'est la dictature molle. On aura la dictature molle parce que c'est la pente naturelle de la démocratie, mais bon, on a une Union soviétique molle, elle ne nous met pas dans des camps. Certains de mes amis me disent que j'y terminerai ma vie, mais qu'un de ces quatre, ça je le mériterais. Ou d'autres me disent que je vais avoir un accident de voiture, ce qui est arrivé aussi à un certain nombre d'opposants de bonne qualité. Oui, mais justement, à propos de cette Union soviétique molle, vous avez une phrase qui est très intéressante et qui, une façon d'approcher le nouveau Big Brother. Un Big Brother qui n'est pas celui de 1984, ce n'est pas le Big Brother à grosse moustache, yeux noirs. Non, mais il est à la télévision, il regarde partout. Voilà. Vous dites, nous sommes en train de passer de l'état de droit au droit de l'État. Oui. Alors, j'aimerais que pour nos téléspectateurs, vous développiez cet aspect-là, parce que l'Europe, c'est en partie ça. C'est en partie la France, c'est ça aussi. Quoique les États-Unis, je crois, n'y échappent pas non plus. Mais non, vous avez ça. C'est un remarquable livre que je ne saurais trop conseiller aux auditeurs de lire, qui est un jeune universitaire à Toulouse, qui s'appelle Philippe Fabry, qui s'appelle Rome du libéralisme au socialisme. Et il montre très bien comment la Rome antique est passée d'un état de droit, où dans le fond c'était la loi qui est... Vous savez que les Romains sont à l'origine de tout. Puis à partir de César, Auguste, etc., petit à petit, le droit des personnes a été remplacé par, dans le fond, on lui a superposé un droit de l'État qui était supérieur. Et à ce moment-là, l'économie a cessé de croître, enfin bref, ils sont tombés dans cette espèce de... Et il fallait que, pour que le droit de l'État fonctionnât, il fallait le panem et circenses quand même. Oui, alors on payait les gens à ne rien foutre. Voilà, exactement. On payait les gens à ne rien foutre. Aujourd'hui, c'est le RSA et les matchs de foot. Voilà, c'est ça, c'est le RSA, les matchs de foot. Et vous savez, j'étais assez copain avec Milton Friedman, que j'aimais beaucoup, qui était tout petit, mais qui était un géant de la pensée. Et Milton Friedman disait quelque chose que je trouvais superbe, c'est si vous payez les gens à ne rien foutre, et si vous taxez ceux qui bossent, il ne faut pas s'étonner si le chômage augmente. Ça, c'est de l'économie. Oui, ça, c'est la situation française. C'est la situation française. Ouais. Et donc, vous vous retrouvez à un moment... Oui, mais alors pour revenir à le droit de l'État, qui progresse aujourd'hui, vous dites ceci. Jamais dans l'histoire, la vie de chaque particulier n'aura été aussi transparente pour les institutions dirigeantes. Tout à fait. C'est redoutable. C'est-à-dire que, sur le plan économique, par exemple, c'est l'interdiction du cash, dont nous avons parlé sur cette antenne. Oui, c'est l'interdiction du cash, mais aussi ils savent à tout moment où vous êtes et ce que vous faites de votre argent. C'est-à-dire que si vous payez avec une carte de crédit, vous êtes fiché immédiatement. Avec votre téléphone, ils savent exactement où vous êtes. Et donc, vous avez le jour où tous nos numéros seront rassemblés sous le numéro de sécurité sociale, c'est-à-dire vous aurez... Moi, ma crainte infinie, c'est que Google ne passe des contrats avec le gouvernement français pour lancer son moteur de recherche sur Charles Gave. Ouais. À ce moment-là, si vous voulez, il peut remonter toutes mes transactions bancaires, et donc, c'est pas que j'ai quoi que ce soit à casser, je crois aussi honnête qu'on peut l'être, mais
Je trouve qu'il y a toute une série de choses qui ne regardent personne d'autre que moi ou ma famille. Ça me paraît... L'idée que les hommes politiques soient au courant de toutes mes dépenses, sans que moi je sois au courant des leurs d'ailleurs. Parce que moi j'ai pas accès à cette information. Bien sûr. Mais et vous dites même, vous allez plus loin encore, car vous dites que finalement la corruption et la criminalité d'État sont infiniment plus à craindre que la corruption et la criminalité privée. Regardez le XXe siècle, tous les crimes, les grands crimes ont été commis par des États. À ma connaissance, si vous voulez, le nazisme c'était un État, le communisme c'était un État, Pol Pot c'était un État. Les États sont foncièrement criminels. Le massacre vendéen, c'était un État. C'était le premier grand génocide pour des raisons religieuses. Oui. C'est le premier... la religion d'État. Vous savez, quand Staline est arrivé au pouvoir avec Lénine, je crois qu'il y avait quelque chose comme 3 millions de popes, vous savez, de prêtres orthodoxes. Quand il est parti, quand il est mort, il en restait 30 000. Ouais. Donc, vous avez eu quand même 3 millions de popes qui ont été massacrés de 1917 à 1956, avec l'approbation totale de la gauche germano-pratine, qui n'en a jamais parlé. C'est vrai. On va peut-être refaire une petite pause. Oui, en effet. Et revenir sur les questions européennes. Oui. Alors Charles Gave, ces questions d'euro, ce problème de l'euro, c'est aussi beaucoup lié au taux d'intérêt. Alors vous avez une analyse particulièrement intéressante sur votre blog entre les taux de croissance qui doit être le même que les taux d'intérêt et l'euro oblige à avoir les mêmes taux d'intérêt pour tous les pays qui n'ont pas les mêmes taux de croissance. Donc là, ce sont les théories de Wicksell. Vous pourriez nous expliquer ça un peu. Pauvre auditeur, je ne veux pas le perdre, mais je vais essayer de résumer ça de façon la plus simple possible. Que vous êtes un entrepreneur, toujours la personne qui me tient à cœur, celui par qui la richesse arrive. Vous êtes un entrepreneur, le seul mécanisme d'information que vous avez, ce sont les prix. Il n'y a pas d'autre. C'est un système d'information. C'est un système d'information, qui a du bruit dedans, mais c'est un système d'information. Tous les prix viennent de deux prix. Le taux de change, qui détermine combien vous produisez à la maison, combien vous produisez à l'extérieur, vous voyez, ça paraît assez simple, et le taux d'intérêt qui vous permet de comparer le présent et le futur par l'intermédiaire du mécanisme d'escompte. Bon, c'est deux notions dont je reconnais qu'elles ne sont pas toujours faciles à comprendre, mais enfin, le taux d'intérêt, c'est ce qui vous permet de comparer le présent et le futur. Si ces deux prix sont faussés, comme ils le sont aujourd'hui par l'euro, par les banques centrales, etc., ça veut dire que l'entrepreneur de base sait que tous les prix qu'il voit dans les marchés sont faux. Puisque tous ces prix viennent de la source est polluée. Tous ces prix sont faux. À partir du moment où tous les prix sont faux, il ne peut plus prendre de décision rationnelle. Et s'il ne peut plus prendre de décision rationnelle, ce qu'il fait, c'est qu'il ne prend plus de décision du tout, ou alors il fait monter son cash au maximum, au cas où ça tournera mal, donc il cesse d'investir, et il fait monter son cash, et tout s'arrête. Et donc, si vous voulez, des taux d'intérêt zéro, des taux de change faux, ça amène à ce qu'on appelle des mauvaises allocations du capital, c'est bien rare entre tous, et ça amène à des désastres économiques, financiers à terme. Ça prend du temps. Mais l'avantage, si vous voulez, pour ceux qui pratiquent ça, c'est que du coup, l'État emprunte à taux zéro. Et si vous permettez aux hommes politiques d'emprunter sans que ça coûte rien, je vous assure qu'ils vont emprunter. La seule façon de les empêcher d'emprunter, c'est que l'emprunt soit cher. Et contrairement à l'idée keynésienne, cheap money, la monnaie à bon marché, ne crée pas de la croissance. Jamais. Jamais. Je n'ai pas d'exemple d'une politique keynésienne qui réussit dans l'histoire. Oui, d'ailleurs, les taux d'intérêt sont à zéro en France depuis très longtemps. Et ça fait ils sont restés à zéro au Japon depuis 25 ans, il s'est rien passé. Voilà, il n'y a pas de croissance au Japon, il n'y a pas de croissance en France, alors que les taux la sont à croissance zéro. va disparaître aux États-Unis très bientôt. Parce que c'est une fausse croissance là aussi. Et puis ça sert aussi à payer les intérêts des dettes précédentes. Ça fait diminuer, mais encore une fois, c'est une taxe déguisée sur les pauvres. Ouais. Ce que j'essaie de dire, c'est que des taux d'intérêt à zéro, vous prenez les États-Unis, qui est un cas d'école, les dépôts bancaires sont d'à peu près 10 000 milliards de dollars. Bon, si les taux d'intérêt étaient à 3%, l'épargnant de base, qui a son compte en banque, il pourrait dépenser 300 milliards de dollars par an, ce qui n'est pas rien. Ces 300 milliards de dollars, qu'il ne touche pas, puisque les taux d'intérêt sont à zéro, sont transférés à Goldman Sachs, pour qu'ils s'amusent en bourse avec. Voilà. Et c'est un impôt qui est prélevé sur les pauvres au profit des riches. C'est ça les taux zéro.
Voilà. Donc c'est un impôt qui est littéralement injuste, qui est parfaitement injuste, antisocial et anti-économique. Mais il permet à la classe politique, en effet, et à la classe des plutocrates de s'en mettre plein les fouilles. De faire du Ponzi budgétaire. Oui, mais n'oubliez pas que cette politique, ça bénéficie à toute une série de gens qui sont quand même dans des positions de pouvoir partout. Oui, parce que sinon elle n'aurait pas lieu. Sinon elle n'aurait pas lieu. Si ça ne bénéficiait pas à certains... Et là, les intellectuels sont... Je commettre un crime très grave, c'est qu'à la place de le condamner, cet impôt, ils le supportent en disant que c'est bon pour la croissance parce que ce sont des partisans de la théorie keynésienne. Oui, c'est ça. Et donc, si vous voulez, c'est un crime contre l'esprit. Oui. De la part des intellectuels, c'est un péché contre l'esprit. C'est vraiment pas acceptable. Et cette notion de redistribution aussi, alors on dit toujours à la gauche, c'est la justice, on prend aux riches pour donner aux pauvres, etc. Et c'est l'idée keynésienne, parce que le pauvre consomme, donc lui va relancer l'activité économique. Ce qui crée la croissance, c'est pas la consommation, c'est l'invention. Eh oui, c'est l'investissement. C'est la prise de risque. Voilà. Donc c'est en fait le riche, entre guillemets, qui va investir son capital, qui lui créera de la croissance. Mais ce riche, il investira son capital à condition qu'il soit obligé de le prendre dans des situations à risque. S'il peut emprunter de l'argent à sa banque pour acheter un immeuble qui paiera les taux d'intérêt parce que les taux d'intérêt sont très bas, il ne va pas prendre des risques, il va acheter l'immeuble. Donc le prix des actifs montera, le prix des immeubles et le prix de leur bourse, mais la quantité d'actifs n'augmentera pas. Il n'y a pas de nouveaux actifs. Il n'y a pas de nouveaux actifs. Et donc la productivité baissera, la croissance baissera, et c'est inévitable. Mais j'ai une bonne blague, c'est Paul Krugman, vous savez, qui est le grand économiste américain, prix Nobel, qui est le défenseur archétypal du keynésianisme. Au carré, lui. Au carré. Il rentre dans sa pizzeria où il a commandé une pizza. Et il dit, le type lui dit, Monsieur Krugman, votre pizza est prête, vous voulez que la coupe en 6 ou que la coupe en 8 ? Et Krugman dit, coupez-la en 8 parce qu'aujourd'hui j'ai faim. C'est le keynésianisme pour vous. Exactement. Alors qu'au contraire, l'économie que vous défendez, c'est l'économie du réel, l'économie du bon sens. C'est l'économie de la prise de risque. La seule justification du capitalisme, c'est que le type Bill Gates, il a pris des risques insensés, il a quitté Harvard au bout d'un an parce que ça l'emmerdait, il a créé Microsoft. Et moi, il y en a quoi, c'est l'homme le plus riche du monde. Et donc, si vous voulez, ce qui a créé Microsoft, ce qui a créé Apple, c'est des gars qui ont dit, écoutez, vous êtes gentils, mais ça m'intéresse pas, moi je vais créer ma boîte. Et donc la prise de risque, c'est l'essentiel de la croissance. Et alors sur la prise de risque, d'après toute l'histoire que j'ai pu lire, ou la réalité autour de la vie, c'est que vous en avez à peu près 1 sur 10 qui réussissent. Et vous en avez 9 sur 10 qui se cassent la gueule. Donc si vous voulez, c'est pour ça que la société américaine quelque part est admirable, c'est que vous cassez la gueule, personne ne vous en veut. Vous dites, t'inquiète pas mon grand, peut-être la deuxième ou la troisième fois ça marchera. Ce qui est étonnant avec un type comme Steve Jobs, le patron d'Apple, c'est pas le nombre de fois où il a réussi, c'est le nombre de fois où il s'est planté. Et il est revenu. Personne ne lui en voulait. Il est normal quand on prend un risque de connaître l'échec. Si vous faites une société dans laquelle l'échec n'est jamais pardonné, comme certaines sociétés asiatiques, à ce moment-là, le système s'arrête. L'échec est infamant. L'échec est infamant. Dans ces sociétés, oui, bien sûr. Et donc, en France aujourd'hui, si vous voulez, avec la législation sur les faillites, etc., si vous faites faillite, vous êtes cuit, plus personne vous êtes interdit à la Banque de France, et puis c'est terminé, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que comme 9 expériences sur 10 vont échouer, c'est d'ailleurs pour ça que la 10e qui va réussir, il faut qu'il y ait une rémunération qui soit forte pour pouvoir payer les 9 autres. Et de la même façon, quand une entreprise lance 10 produits, il y en aura peut-être qu'un qui marchera, mais il faut des et vous savez jamais au départ lequel marchera, en général. Puisque j'ai cité The Lion King, le Roi Lion, là, Disney faisait en même temps Pocahontas, qui était une espèce de truc très bien pensant, avec les Indiens gentils et tout. Ils avaient mis toutes leurs troupes d'élite là-dessus, et c'est toutes les brêles qui avaient du temps à perdre, qui ont fait le Roi Lion. Et le Roi Lion a été un succès inimaginable, et Pocahontas a été un beat gigantesque. Donc si vous demandez à Disney, ils vous disent, écoutez, on ne sait pas trop bien pourquoi ça a marché, mais en tout cas on est content de l'avoir fait. Mais vous ne savez jamais pourquoi ça va marcher. Alors, pour revenir à l'euro, vous parlez de présomption fatale. C'est Hayek, ça, oui. Voilà, ça c'est Hayek, oui. Mais quels sont les moyens d'en sortir ? C'est pas difficile, il suffit simplement d'un jour ou l'autre, vous fermez les banques pendant 3 semaines, vendredi soir, et puis vous dites, à partir dans 15 jours, 3 semaines, il faut le temps de programmer les banques, puis on repasse au franc français, puis c'est tout, quoi. Et toute la dette française, puisque la dette française a été mise dans la monnaie qui accourt dans l'État souverain français, est transformée ipso facto en euros. Et le Qatar ramasse une énorme claque. Oui, de l'euro en francs. Oui,
l'euro. Voilà, ce qui me fait beaucoup pleurer. Si vous laissez le Qatar et l'Arabie Saoudite perdre plein de fric parce qu'ils ont acheté des obligations françaises, je m'en remettrai. Alors, la Chine a aussi beaucoup d'obligations américaines. Beaucoup d'obligations américaines, mais l'obligation américaine, le dollar flotte. C'est pas une monnaie bloquée. Donc, si vous voulez, ils prennent le risque. Donc, ils prennent le risque, en effet. C'est leur problème, ça, c'est pas bien. Et la conséquence éventuelle, ce serait que la diplomatie française ne serait plus à la remorque du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Oui, parce qu'on sait très bien, en général, vous savez, j'avais une mère que j'aimais beaucoup, elle me disait toujours, quand j'étais adolescent, tu feras ce que tu veux quand tu gagneras ta vie. Mais tant que c'est moi qui paye, c'est moi qui donne les ordres. Et donc, si vous voulez, comme c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite qui payent, les fins de mois de l'État français. Les ordres. C'est eux qui donnent les ordres. Par exemple, bombarder la Syrie. Pas bombarder la Syrie, bien sûr. Bombarder. Parce qu'il faut savoir que le Qatar et l'Arabie Saoudite, ce sont des wahhabites, c'est-à-dire une forme très dure de l'islam, c'est-à-dire des sunnites, alors que les alaouites au pouvoir en Syrie, ce sont des chiites. Donc jamais un Syrien, jamais un wahhabite n'acceptera de recevoir des ordres d'un chiite. Donc il faut d'abord se débarrasser d'Hafez el-Assad. Ce qui n'est pas... On voit le chaos qui remplace... Et le résultat, c'est que le président de la République est complètement isolé dans la diplomatie mondiale, où même M. Obama mange son chapeau et revient il est évident qu'il y a une alliance tout à fait visible depuis très longtemps entre les chiites et les Russes pour contrôler les sunnites, puisqu'ils sont de part et d'autre avec la Turquie. Donc, si vous voulez, la Russie va s'occuper de nettoyer ISIS et de maintenir les chiites au pouvoir en Syrie. Quoi. Puis maintenant, tout le monde... voilà, c'est comme ça. Ce qui prouve quand même qu'en effet, la diplomatie est souvent subordonnée aux intérêts matériels et financiers. Surtout la diplomatie française qui a toujours été, si vous voulez, anti-américaine, antisémite et pas très compétente. Alors, il y a beaucoup de gens... Vous n'êtes pas d'accord? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est un peu une dictature de l'argent, ils appellent ça une dictature du capitalisme. Et finalement, c'est l'inverse du capitalisme. Ce capitalisme de connivence n'a rien à voir avec le capitalisme authentique qui correspond à la rémunération d'une prise de risque. Exactement. Mais dans l'esprit des gens, c'est les riches princes qataris qui dirigent la France. C'est pour ça que ou c'est les riches banquiers qui dirigent l'Amérique. Ils n'ont pas tort, d'ailleurs. Ils n'ont pas tort, mais ça n'a rien à voir avec le capitalisme. C'est là où, par exemple, j'ai lu les bouquins de Zemmour ou les bouquins d'Onfray, surtout Onfray d'ailleurs, et Zemmour aussi, mais ils portent une critique sur ce qu'ils appellent le néolibéralisme, mais en fait, c'est une fausse critique, c'est parce que ça n'a rien à voir. Nous sommes gouvernés par une assemblée de brigands, c'est comme s'ils disaient que la mafia est gouvernée par la Sicile est gouvernée par le capitalisme. Elle est gouvernée par la mafia, ça n'a strictement rien à voir avec un régime de droit. Un régime libéral, le libéralisme n'a rien à voir avec l'économie, ça a tout à voir avec le droit. Le droit, c'est ce qu'elle avait démontré Hayek. C'est notamment le droit de propriété. Le droit de propriété, entre autres, mais surtout le droit. Donc, quand on a fait le régime de droit, l'état de droit, ça s'appelait les Lumières, on s'est rendu compte avec stupéfaction 30 ou 40 ans après que ça développait la croissance économique. Mais ça a été un effet secondaire auquel on ne s'attendait pas du tout. Pas du tout. Et du coup, les libéraux se sont emparés des espèces de recettes pour essayer de faire croire que c'était le libéralisme qui créait la croissance. C'est pas le libéralisme qui crée la croissance, c'est un état de droit stable. C'est ça qui crée la croissance, dans lequel il est permis d'échouer, il est permis de réussir, et l'État met en œuvre les conditions pour que le système soit stable. Oui, mais en France, nous avons l'État, mais nous n'avons pas la stabilité des lois. Non, mais on n'a pas du tout la stabilité dure de l'État, par exemple. Prenez la Suisse. La Suisse est à 30% d'État par rapport à son PIB depuis 1960. Pendant la même période, nous sommes passés de 30 quasiment à 60. Donc la Suisse s'est toujours débrouillée pour garder l'État à 30%, ce qui me paraît une bonne... Ça pourrait être inscrit dans la Constitution. Oui, ça pourrait être inscrit dans la Constitution, mais en tout cas, eux, ils y sont arrivés par l'intermédiaire des votations. Nous, on est passé de 30 à 57, et donc, ça ne marche pas, parce que ça n'est pas un système stable. Vous avez l'État qui en prend une part de plus en plus grande. Et personne ne connaît un homme politique suisse. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Parce qu'il y a il tourne en plus. Non seulement ça, mais il reste un an. Il reste un an, et puis il prend son train pour aller au bureau tous les jours. Je crois qu'il y a une confusion sémantique qui a été faite même par le pape François. Parce que ce qu'il dénonce, c'est la plutocratie.
Ce qu'il dénonce, c'est le système qui existe en Argentine. C'est le péronisme, qui est le capitalisme de connivence dans toute son horreur. Capitalisme de connivence. Mais il imagine qu'il n'y a pas autre chose. Oui. Parce que comme il a vécu ça toute sa vie, le pauvre homme, mais il aurait pu lire. Il aurait pu se cultiver pour un jésuite, je le trouve un peu douteux. C'est bien dommage cette confusion. Et d'ailleurs, bon, on aura l'occasion certainement. Oui, on aura l'occasion de reparler de ce problème, mais le problème de la Fed, vous le dites, la Banque fédérale américaine, c'est pas du tout du capitalisme, c'est du capitalisme de connivence. Absolument. Et vous dites, je crois quelque part, j'ai lu que c'est du vol en bande organisée. C'est du vol en bande organisée. Oui. C'est du vol en bande organisée. On aura certainement l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission en compagnie de Charles Gave. Merci Charles Gave. Merci. Et à très bientôt à tous nos téléspectateurs. À très bientôt Jean-Christophe. Au revoir Olivier, à bientôt.